Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez la 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle la loi de finances 2026 a officiellement été approuvée. Selon un communiqué de la présidence de la République reprenant les résultats de la réunion, le président Tebboune a également ordonné l'élaboration d'orientations claires de la politique financière pour l'année 2026 afin de garantir la continuité des investissements. La diaspora, un élément incontournable pour l'essor du continent, et l'Algérie, elle l'a très bien compris. Dans le cadre d'un engagement continu avec les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chahib, a présidé samedi une réunion virtuelle avec les étudiants algériens résidant en Europe du Nord en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Batari. À cette occasion, le secrétaire d'État a indiqué que cette réunion virtuelle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des plus hautes autorités du pays concernant la protection de la communauté nationale à l'étranger et la promotion de sa participation au processus de renouveau national. Sofiane Chahib a également affirmé que le suivi de la situation des étudiants algériens à l'étranger constituait une priorité absolue pour le travail consulaire, notant les directives émises à cet égard concernant l'importance de les rencontrer périodiquement, d'identifier leurs revendications et de les informer des initiatives proposées par l'État à leur profit. Sahara occidental, la Confédération générale des travailleurs portugais a réaffirmé ce dimanche son soutien à la lutte du peuple sahraoui, à sa juste cause et à son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion entre Mohamed Salam Hamma Abdullah, responsable des relations extérieures et de la coopération auprès de l'UGT Zario, et Denis Lourenço du département des relations étrangères et de la solidarité internationale de la Confédération générale des travailleurs du Portugal. Dans ce contexte, Lourenço a souligné que le soutien de la Confédération à la lutte du peuple sahraoui et à sa juste cause est enraciné dans les principes et les objectifs de la Confédération générale des travailleurs, qui maintient une position cohérente en faveur de toutes les causes justes dans le monde entier. L'association de surveillance des ressources naturelles du Sahara occidental a condamné samedi l'intention de l'Union européenne de renouveler l'accord de pêche avec le Maroc qui inclut le Sahara occidental. Dans un communiqué, l'association a exprimé son rejet absolu du renouvellement de tout accord portant sur les ressources du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui à travers son représentant légitime, à savoir le Front Polisario. La déclaration condamne par ailleurs la complicité flagrante de l'Europe dans les tentatives de pillage des ressources sahraouies, renouvelant son appel au Parlement européen et aux organisations de la société civile pour qu'ils prennent des mesures urgentes afin de mettre un terme à cette déviation dangereuse. Et la gronde sociale ne faiblit pas au Maroc alors que les manifestations de la Gen Z continuent de secouer le royaume pour le 8e jour consécutif. Malgré les violences et les répressions, le mouvement de jeunes Marocains gagne en ampleur jour après jour. L'objectif restant le même, demander de meilleurs services publics de santé et d'éducation. Sohila Kilal. Depuis le 27 septembre dernier, les jours passent et se ressemblent au Maroc. Les manifestants ont de nouveau envahi les rues. Hier samedi, un 8e jour où plusieurs villes du pays ont vibré au rythme de la protestation populaire. Toujours en colère, les manifestants continuent de dénoncer la corruption et réclamer de meilleurs services publics de santé, d'éducation et une vie digne. Les jeunes réclament la santé, l'éducation et mettre fin à la corruption. Tous les Marocains connaissent l'état piteux de nos hôpitaux. Toutes les familles marocaines vivent à crédit. Nous les jeunes réclamons la santé et l'éducation. Ce sont là nos priorités et non la construction de stades. À quoi bon construire le plus grand stade et s'en vanter alors que nos hôpitaux sont dans un piteux état et les gens y perdent la vie? À Tétouan, Rabat,
Casablanca ou encore Meknès, pour ne citer que ces villes. La jeunesse marocaine, à travers ses slogans et les chants entonnés, interpelle le gouvernement et réclame l'ouverture d'un dialogue constructif et mettre fin au système de corruption qui gangrène les institutions du Merzenne. Le gouvernement doit se hisser à un niveau de débat efficace et responsable. Il faut dialoguer avec ces jeunes et éviter les débats stériles, comme ceux que nous voyons dans les sorties médiatiques des ministres. Il faut dialoguer et assumer la totale responsabilité. Trouver des solutions. Tout le monde migre, tous les jeunes fuient le pays. Si les frontières étaient ouvertes, il ne resterait plus personne. Au fil des jours, le soulèvement populaire et pacifique marocain de la Gen Z prend de l'ampleur, s'intensifie et se généralise. De jour comme de nuit, les manifestants maintiennent la pression et continuent de battre le pavé devant un Merzenne inflexible qui fait de la violence sans fer de lance, répliquant par des centaines d'arrestations et une féroce répression policière. Ils étaient également des centaines de milliers de Marocains à avoir battu le pavé ce dimanche à Rabat lors de l'une des marches les plus importantes du pays en soutien à la Palestine et en refus de la normalisation. Organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la commémoration du déluge d'Al-Aqsa, les participants à la marche ont brandi des drapeaux palestiniens, des kéfiers et des portraits d'icônes de la résistance palestinienne et de victimes du génocide perpétré par les forces d'occupation contre les Palestiniens de Gaza ces 2 dernières années notamment. Nous sommes là parce que c'est un devoir de toute personne sur Terre. Le génocide qui est en train d'avoir lieu en Palestine est flagrant et personne ne peut le nier. Et on doit impérativement lever notre voix pour dire arrête, stop, non au colonialisme et que Dieu préserve les Palestiniens. Aujourd'hui, nous sommes solidaires de la Palestine qui a besoin d'aide et aussi parce que les crimes commis par Israël, les États-Unis et leurs alliés se poursuivent, tuant des enfants et des femmes ainsi que des hommes par la faim et la soif et en interdisant l'entrée de médicaments. Gare au Soudan, au Darfour du Nord, les appels se multiplient pour l'ouverture d'un corridor humanitaire afin de ravitailler la ville d'Al-Fashar assiégée depuis 18 mois par les forces de soutien rapide qui tentent d'en prendre le contrôle. L'ONU et les acteurs humanitaires tirent la sonnette d'alarme alors que la population est affamée. Selon des sources locales, 90 personnes, dont 77 enfants, sont décédées ces 5 dernières semaines par manque de nourriture. Pour rappel, la famine a été officiellement déclarée il y a quelques mois dans la région et la situation ne fait que s'aggraver, atteignant un niveau critique. Et cette information du jour, 7 terroristes Chebab ont été éliminés dans une attaque suicide perpétrée samedi contre un centre de détention situé près de la présidence dans la capitale somalienne Mogadiscio. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le gouvernement somalien. Selon ce dernier, l'attaque des Chebab a démarré en milieu d'après-midi par une très forte explosion. De multiples déflagrations et des échanges de tirs intenses ont été entendus dans le centre de détention de Gotka Jilakau où les terroristes présumés sont en général détenus avant d'être jugés. Le programme alimentaire mondial a alerté sur les risques d'aggravation catastrophique de la faim pour des millions de personnes en Somalie en raison de coupes dans l'aide humanitaire internationale, alors que la Corne de l'Afrique fait partie des régions du monde les plus touchées par les changements climatiques, à savoir les sécheresses et les inondations. En novembre, 750 000 personnes, soit plus de 2 tiers des 1 100 000 personnes bénéficiant d'une aide alimentaire d'urgence, seront exclues du programme alimentaire mondial qui dirige déjà la plus grande opération humanitaire en Somalie et soutient plus de 90% de l'action en faveur de la sécurité alimentaire du pays. Et puis au Sénégal, le FMI se dit favorable à la reprise d'un programme de soutien économique plus d'1 an après la suspension du précédent à la suite de la révélation d'une dette cachée. Un appui attendu alors que le pays cherche à redresser ses finances et relancer la croissance.
Les négociations formelles doivent débuter à la mi-octobre lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Objectif, consolider la stabilité macroéconomique et soutenir les réformes du pays. Présidentielle au Bénin, le ministre des Finances Romuald Wadagni est officiellement investi comme candidat de la majorité sortante pour la présidentielle d'avril 2026. Dans un meeting où il a mis l'accent sur la jeunesse à 49 ans, il est appelé à succéder au président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, qui passera la main après 2 mandats. Merci de nous honorer nous-mêmes. Merci de faire... Et Constance. Et puis au Malawi, la cérémonie d'investiture du président élu Peter Mutharika, âgé de 85 ans, s'est tenue dans la capitale économique du pays. Peter Mutharika devient ainsi le 7e président du Malawi depuis l'indépendance du pays en 1963, après avoir remporté le premier tour de l'élection présidentielle du 16 septembre avec 57% des voix, devançant largement le président sortant, Lazarus Chakwera. Au 10e jour du mouvement de contestation secouant Madagascar, de nombreux jeunes malgaches mobilisés par le mouvement en ligne Gen Z ont fait ce dimanche face aux forces de l'ordre dans la capitale. Il a fallu des dizaines de grenades lacrymogènes et des véhicules blindés pour repousser les manifestants voulant accéder dans le centre d'Antananarivo à la place de la démocratie. Ce qui avait commencé comme un ras-le-bol des coupures incessantes d'eau et d'électricité a tourné à la crise politique pour le président Andry Rajoelina, même si le mouvement a perdu en intensité dans la rue par rapport au début de la semaine. Guerre commerciale, le marché sud-africain de la canne à sucre tremble devant les droits de douane élevés imposés par le président américain Donald Trump. Un coup dur pour l'industrie sucrière sud-africaine qui soutient directement et indirectement plus de 300 000 emplois. Les détails, Amlam Zenzitone. Depuis 3 décennies, cette ferme de canne à sucre située à Kwadokuza, une région rurale de la côte est de l'Afrique du Sud, connaît un succès économique modeste, employant 8 personnes à temps plein et 30 travailleurs saisonniers. Les importations de sucre bon marché avaient déjà commencé à éroder les revenus lorsque Donald Trump a imposé des droits de douane élevés sur le sucre sud-africain, créant ce que Msweli a appelé un double coup dur. Ces droits de douane imposés par Trump vont avoir un impact négatif sur nos activités. Nous devons augmenter de 30% le prix. Et les clients devront comparer les prix pour savoir lequel est le moins cher. Ils finiront par opter pour un prix inférieur, ce qui aura des conséquences négatives sur nous. Je dois réduire mes effectifs pour que mes revenus soient à égalité avec ma production. Tout doit maintenant s'inverser. Les agriculteurs sud-africains peinent à concurrencer les importations bon marché. La baisse des prix mondiaux due aux récoltes abondantes de grands producteurs comme l'Inde et le Brésil aggrave encore la situation et les droits de douane de 30% imposés par Trump sur les importations en provenance d'Afrique du Sud risquent de porter un coup dur aux exportations. En Afrique du Sud, les producteurs de canne à sucre perçoivent une part des revenus du sucre vendu. Il nous faut donc obtenir le meilleur prix pour tout le sucre que nous produisons afin d'obtenir une part. Nous exhortons vivement le gouvernement à trouver un accord avec l'administration Trump, car si nous n'entretenons pas de bonnes relations commerciales avec les États-Unis, cela sera préjudiciable non seulement à notre secteur, mais aussi à de nombreux autres, car les États-Unis sont l'un des plus grands marchés du monde, et ce pour presque toutes les matières premières.
L'industrie sucrière sud-africaine, évaluée à environ 1,42 milliard de dollars, soutient directement et indirectement plus de 300 000 emplois. L'ampleur des pertes d'emplois potentielles reste indéfinie. Cependant, l'Association sud-africaine des producteurs de canne à sucre exhorte le gouvernement à conclure un accord commercial avec Washington qui protégerait les exportations vers les États-Unis. Mais tout accord, s'il est conclu, arrivera probablement trop tard pour cette saison. Retour à présent en Algérie avec cette triste nouvelle, celle du décès du moudjahid et ancien ministre Ahmed Talib Brahimi à l'âge de 93 ans. Né à Sétif en 1932, Ahmed Talib Brahimi a suivi la voie de son père et milita pour la création de l'Union générale des étudiants musulmans algériens dont il est devenu président. Il est également parmi les dirigeants de la Fédération de France du Front de Libération Nationale durant la guerre de Libération Nationale. Après l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont ceux de ministre de l'Éducation nationale, de l'Information et de la Culture et des Affaires étrangères. En plus d'avoir été un politicien chevronné, Ahmed Talib Brahimi comptait à son actif plusieurs contributions intellectuelles et culturelles, ainsi que de nombreuses interviews avec des médias nationaux et étrangers sur des thèmes liés à l'histoire de l'Algérie et à la guerre de libération nationale. Le défunt moudjahid et ancien ministre Ahmed Talib Brahimi a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed à Alger, paix à son âme. حضرتنا شوية. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a justement tenu à adresser un message de condoléances à la famille du moudjahid Ahmed Talib Brahimi, dans lequel il affirmait que l'Algérie avait perdu en ce jour une éminente personnalité nationale. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Dieu a rappelé auprès de lui le regretté docteur Ahmed Talib Brahimi, digne héritier d'une famille associée au savoir et à la piété. Avec sa disparition, l'Algérie perd un grand nom et une éminente personnalité nationale estimée et respectée. Le défunt a su allier la sagesse de l'homme politique, la pondération de l'intellectuel et le patriotisme du militant et du moudjahid. Des qualités qui ont été les siennes depuis qu'il a rejoint l'Union générale des étudiants musulmans algériens dans les années 1950 et dont il ne s'est jamais départi tout au long de son riche parcours où il a eu à assumer de hautes fonctions et responsabilités, ce qui lui a valu de compter parmi les grands hommes d'État nationaliste fidèle à l'Algérie. En cette douloureuse épreuve, je vous adresse mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et de vous prêter patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.